80% des identités dans le cloud sont non humaines. Donc en fait, cette explosion, on la vit déjà aujourd'hui. Si on arrive à compromettre un agent IA, on arrive à accéder à un grand nombre de ressources. Comment on fait en sorte que les devs sécurisent leur code et que les règles de base soient utilisées comme avant? Une grande partie de nos serveurs et de nos ordinateurs, j'aime bien rappeler que c'est de temps en temps des sapins de Noël, tellement on a d'agents différents, entre l'agent de sécurité, l'agent antivirus, l'agent de performance. Le business va beaucoup plus vite que la cyber, on en a parlé tout à l'heure, mais ce qui nous sauve un peu, c'est que la partie AI agentique n'est pas à la maturité qu'on attend aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission cybersécurité de la chaîne Risque Intel Media. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Wiz pour parler de la thématique suivante, IA agentique et serverless, les piliers d'une transformation digitale 2.0. Avec nous 3 experts qui vont répondre à mes questions et potentiellement également aux vôtres, mais surtout on va leur laisser la possibilité de se présenter dans un premier temps et je laisse la main à Julien. Drano Julien, RSSI du groupe Framatome, donc en charge de la cybersécurité. Nous sommes un acteur dans le domaine industriel du nucléaire. Erwan. Donc Erwan Bornier, je suis directeur technique chez Wiz, directeur technique France, et je m'occupe des avant-ventes, donc les experts techniques qui travaillent avec les clients de Wiz pour leur articuler la valeur et s'assurer que Wiz délivre la bonne valeur pour leurs problématiques de sécurité. Et bonjour, Fatima Djoubar, je suis RSSI du groupe Accor, le groupe hôtelier. Eh bien, merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, on va parler d'un sujet qui, moi, je trouve assez intéressant et qui fait du bruit. De toute façon, aujourd'hui, l'IA, ça fait partie quasiment de toutes nos discussions. Et nous, dans la cybersécurité, je pense que ça nous concerne également. Donc, on va pouvoir en parler. Et je veux commencer justement cette émission avec un chiffre que j'ai envie de vous présenter. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce chiffre. Alors, selon le dernier baromètre du Césin, 69% des entreprises intègrent désormais l'IA dans leur processus contre 46% en 2023. Donc, on a plus de 23 points d'augmentation. Néanmoins, seulement 35% des organisations l'ont inclus dans leur stratégie de cybersécurité. Quand je vous dis ça, est-ce que ça vous surprend, vous ? Non, c'est une réalité, c'est une transformation digitale 2.0, en tout cas c'est une révolution, une innovation technologique, il nous faut l'absorber, c'est assez récent. Donc si on rappelle, ChatGPT est arrivé dans les années 2020, un peu grand public, les premières API, donc les entreprises l'ont eu un peu après, donc nous on se doit de l'absorber. Et puis après, il y a plusieurs sujets. Donc comment on sensibilise, comment on absorbe la technologie qui arrive par les métiers et par nous-mêmes, et après est-ce qu'on a de l'outillage, on a des méthodologies pour accompagner cette transformation, et là force est de constater que c'est émergent. Donc au fur et à mesure, chaque RSSI, chaque entreprise absorbe la technologie. Nous, on se positionne à côté pour l'accompagner, pour la protéger, avec l'outillage qui arrive à un instant T. Typiquement, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des méthodes pour bencher, pour tester les différents modèles qu'on ingère dans nos entreprises, pour vérifier la qualité du modèle, vérifier la régression du modèle, vérifier les biais du modèle? Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de méthode. Donc voilà, on se cherche un peu tous, ce qui explique que plus ou moins on a pris ou pas le virage pour l'accompagner, mais ça, en tout cas, c'est émergent. Ça ne m'étonne pas non plus et globalement sur cette partie-là de l'IA, c'est vraiment pour toutes les entreprises, je pense que c'est une entreprise cherche un ROI par rapport à ce genre d'innovation. Aujourd'hui, on sait la plus-value que peut apporter l'IA par rapport à tout le business. Je pense qu'on est tous en train de chercher beaucoup de use cases pour améliorer les services dans une entreprise. Et oui, comme chaque innovation, la cyber arrive est un peu plus prudente. Donc du coup, elle prend un peu plus son temps. On a les lois, on a les législations qui arrivent après coup, mais on est là également pour les accompagner et même si ça ne m'étonne pas ce chiffre-là, nous aujourd'hui chez Accor, on a fait le choix d'avoir quand même un centre d'excellence où la cyber est inclus dès le début dans tous les potentiels use cases chez Accor. Mais il ne faut pas non plus trop enjoliver les choses. On sait que beaucoup de départements, beaucoup de BU ont leur propre use case, ils avancent à leur rythme et beaucoup plus rapidement que certains. Et ça me rappelle les moments où on a eu des disruptions comme beaucoup de personnes qui allaient sur des outils SaaS qu'on n'arrivait pas à maîtriser, beaucoup de personnes qui allaient sur du IaaS avec AWS ou Azure. Et maintenant, on a la même tendance avec l'IA. Et de toute façon, à un instant T, on va revenir sur le devant avec eux pour les accompagner. Voilà, donc c'est vraiment comment cadrer tout ça avec eux. Et même si c'est pas maintenant, ça sera dans les mois qui arrivent. Je pense qu'un des sujets également, c'est qu'il y a beaucoup d'outillage.
Donc on peut faire des choix explicites. Donc c'est par exemple de décider d'utiliser ChatGPT ou de mettre en place un chatbot. Donc c'est une initiative explicite autour de l'intelligence artificielle. Parfois, c'est juste des outillages en place qui intègrent l'intelligence artificielle comme une fonctionnalité supplémentaire. Et donc là, c'est plus implicite. Et c'est là, je pense qu'aussi, les chiffres traduisent également cette adoption. C'est que parfois, l'adoption, elle va au-delà même de ce qu'on a prévu, parce que c'est les outillages en place qui évoluent, qui intègrent l'intelligence artificielle. Et donc, on l'intègre de façon implicite dans sa démarche. Et justement, dans la question des IA agentiques, je comprends qu'il y aurait potentiellement une explosion des identités. Est-ce que c'est un risque qu'on doit prendre en compte ? Alors, il y a toujours eu un risque autour des identités, donc il faut prendre le risque en compte. Est-ce que demain, ça va les faire exploser ? Je ne suis pas forcément convaincu. Donc oui, on parle des agents IA ou de l'agentique, et peut-être faut parler de la définition même. Mais je veux dire, hier, on avait du script, on avait des API, on avait des synchronisations entre les systèmes qui nécessitaient des identités. Donc il n'y a pas forcément de raison que ça explose. En tout cas, ça sera un sujet de bien surveiller les droits de l'IA, le devoir d'en connaître, et vraiment l'aborder pour pas qu'elle décloisonne de l'information. On avait déjà ces problématiques hier, donc sûrement qu'on aura les mêmes problématiques demain. Peut-être ça va être décroissant parce qu'on avait plein de comptes de service, on avait plein de comptes pour du programme qui tournait la nuit. Peut-être demain on n'aura plus qu'un seul compte pour une IA agentique qui a plein de sous-modules et il n'y aura plus qu'un seul endroit à contrôler. Donc là, la prédiction, elle n'est pas forcément, je dis pas fiable, il faut voir un peu avec le temps, quoi. Et je te rejoins sur la partie où on va potentiellement avoir un clean-up de tous ces comptes qui sont à droite à gauche. Juste sur la partie est-ce qu'on a un problème avec l'identité par rapport à ça ? Je pense que toute la partie IA agentique qui va arriver, on devra considérer ces IA agentiques, et là je grossis un peu le trait, comme des collaborateurs numériques. J'entends par là qu'ils vont de manière autonome prendre des décisions pour nos services, ils vont faire des actions au sein de notre SI et peut-être plus. Donc c'est vraiment comment on fait en sorte de les borner, de faire en sorte qu'ils aient des droits, d'avoir accès à un certain dataset et ne pas déborder sur leur rôle. En vrai, c'est comment, pour chaque IA agentique, on définit une fiche de poste. Et c'est comment y arriver, et c'est comment faire en sorte que cette partie-là n'arrive pas en fin de course comme d'habitude. Une fiche de poste, un droit d'en connaître. Oui. Parce que, faut borner les données pour certains domaines, sûrement le bancaire, par exemple, des informations entre la branche crédit et la branche emprunt ou la branche, je crois, c'est M&A, ne doivent pas circuler parce qu'après, il y a un conflit sur l'intérêt, quoi. Je t'en prie. Non, il n'y a pas de souci. Donc non, en fait, je suis assez d'accord du coup avec mes collègues sur la partie de l'explosion des identités. Donc il y a un chiffre comme ça qui a été partagé par Gartner, c'est qu'aujourd'hui déjà 80% des identités non humaines. En fait, sont déjà 90% des identités dans le cloud sont non humaines. Donc en fait, cette explosion, on la vit déjà aujourd'hui. Et c'est déjà un challenge pour les entreprises d'arriver à les gérer. Je pense que la particularité, comme tu disais sur les agents IA, c'est qu'un agent IA, il va accéder à un grand nombre de ressources de façon automatisée. Donc du fait qu'il va accéder à un grand nombre de ressources, ça va être une cible privilégiée pour les attaqueurs. Parce que du coup, c'est extrêmement, entre guillemets, rentable. Si on arrive à compromettre un agent IA, on arrive à accéder à un grand nombre de ressources. Je pense qu'en plus, en phase de développement, les équipes projet, pour se faciliter potentiellement un peu la vie, ils vont avoir tendance à donner plus d'accès que nécessaire à un agent IA. Ça va le rendre plus flexible, c'est-à-dire on est capable de faire accéder à une nouvelle source de données, à un nouveau process, à une nouvelle plateforme SaaS, sans pour autant revoir les permissions à chaque fois. Et du coup, on va avoir des permissions excessives à ces agents IA. Et je pense que ce qui va être clé pour les entreprises, c'est d'avoir la capacité à identifier quels sont les agents IA à qui on a donné plus de permissions que nécessaire. Donc je pense que ça va être un élément extrêmement important. Et pour revenir sur ton point, sur les collaborateurs numériques, je pense que le challenge, c'est que néanmoins, un agent IA se comporte différemment d'une personne. C'est-à-dire, on va avoir des outils en place aujourd'hui qui sont capables d'identifier des patterns assez classiques. Par exemple, quelqu'un qui va essayer de se connecter plusieurs fois sur un système, c'est quelque chose qui va être détecté par les systèmes classiques qu'on a en place. Dans le monde agentique, peut-être que ça va être beaucoup plus verdeux parce qu'on sollicite plein d'API, plein de systèmes, donc on crée un volume d'informations qui est très volumineux, peut-être avec des patterns, une façon de faire qui est complètement différente. Donc il faut faire également
évoluer nos outils de détection pour être capable d'être alignés à ces nouveaux patterns. Donc je pense que l'identité excessive, des nouveaux patterns un petit peu d'action, je pense que ce sont des éléments importants à être capable de gérer demain. Et pour ponctuer ou rebondir, aujourd'hui, on a déjà le problème avec Copilot. Globalement, Copilot, dans le tenant, il a accès à un certain nombre de données, pas que lié au profil de l'utilisateur. Donc le problème est déjà là aujourd'hui. Et donc la question, est-ce que Copilot, c'est un agent IA ou une IA agentique? Il y a deux philosophies. Donc sûrement d'autres personnes m'expliqueront, c'est peut-être la même chose. Je ne sais pas trop, mais quand on regarde la littérature de Deloitte et compagnie, il faut la distinction. Donc l'agent IA, ça va être le chatbot, assez simple, qui va répondre. L'agentique IA, c'est un système pour prendre de la décision avec plusieurs sources de capteurs, dont plusieurs IA pour confronter sa décision et passer en action. Mais aujourd'hui, le problème est déjà là avec Copilot. En gros, si on le borne pas un peu sur ses droits, il va tout voir. Et ça, c'est l'effet un peu qui se coule du cloud. C'est-à-dire que pour configurer correctement un tenant, il y a une pléthore de paramètres. Un tenant Azure, ça va être 300, 400, 500 paramètres. À chaque chaque montée de version, il change un peu les paramètres. Nous, humains, comment on maîtrise ça? Comment on fait les revues pour bien borner demain nos IA? Enfin, notre copilote qui est déjà là, en gros, globalement par défaut dans le Teams et dans le tenant. Et comment on va accompagner ça? Ce qui est sûr, c'est que être capable c'est toujours une question c'est toujours une évolution. C'est jamais quelque chose de complètement nouveau. Donc je pense que pour être capable de gérer correctement cette problématique de sécurisation des identités, si on ne le fait déjà pas correctement sur des environnements cloud classiques avec des services un peu plus historiques, c'est sûr qu'on va avoir du mal à faire la transition. Et c'est exactement ce que l'a dit Erwan. Aujourd'hui, en fait, le vrai sujet, c'est l'IAM au sein de l'entreprise et toute la partie data management où là où on sait qu'on avance technologiquement, on sait qu'il y a beaucoup d'innovation, si la base des bases n'est pas faite, on peut continuer à travailler sur des choses, mais la data n'est pas clean, l'information est accessible à tous. Et je sais qu'il y a une notion sur la partie IA qui est en train d'émerger avec l'agentique, c'est la partie RAG, qui est de dire, en fait, je permets à l'IA d'accéder à une bibliothèque d'informations qui sont mes informations pour avoir de la data clean. Aujourd'hui, cette partie-là, en fait, il faut vraiment qu'on y aille vraiment. Et c'est comment la bibliothécaire te donne accès à cette information pour accéder à ce système-là ou faire en sorte que les livres interdits de cette bibliothèque ne soient pas accessibles à tous. Voilà, donc c'est comment on fait en sorte que ces systèmes de RAG soient mis en place. Et tu parlais tout à l'heure de la partie API. Je pense qu'avec l'émergence de l'agentique et avec cette partie serverless, on va réduire de plus en plus cette notion d'API et aller sur ce nouveau connecteur commun qui est le MCP pour pouvoir permettre à chaque comme tu l'avais dit, toutes les IA... tous les agents IA qui sont Claude ou ChatGPT ou Gemini, d'accéder à des outils pour pouvoir leur faire des choses. Donc cette partie-là, aujourd'hui, elle est en cours. Les différents acteurs du marché essayent de fournir un MCP correct pour les gens. On essaye de tester ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on tâtonne encore sur beaucoup de choses, mais on n'est pas les seuls à tâtonner. Il n'y a pas que la cyber qui tâtonne, c'est tout l'environnement IA qui tâtonne sur cette partie-là de comment faire en sorte de ne plus, d'optimiser un maximum de tâches en réduisant cette charge auprès des collaborateurs. Et l'entreprise, comme tu faisais remarquer, l'entreprise aujourd'hui cherche la valeur de l'IA. Où est le ROI? Sur quel bout de l'entreprise l'a déployé? Et en fait, ça va revenir à une des problématiques. Dans quel processus on déploie les IA? Est-ce qu'on les déploie dans les processus support? Sûrement, facilement. Est-ce qu'on les déploie dans les processus métiers? Là, ça va dépendre après de l'entreprise. Une entreprise de service, sûrement plus facilement. Moi, entreprise industrielle avec un temps métal, je suis pas sûr demain que c'est l'agentique qui va piloter le four, qui va lancer la prod, qui va faire de l'usinage ou en tout cas qui va corriger les qualités. Donc, il faudra vraiment bien regarder. Et là, globalement, effectivement, toutes les entreprises cherchent des use cases, cherchent de la valeur à l'IA parce que ça fait sens. Et c'est une révolution, il faut l'absorber. Maintenant, faut y aller avec parcimonie et bien tester. Et sûrement que dans les processus, les fonctions support, parce que oui, un processus RH, effectivement, on va pouvoir automatiser de l'IA, on va pouvoir mettre un agentique qui discute avec le nouveau candidat pour faire de la sélection, pour faire le parcours d'onboarding, d'offboarding, de sortie, d'entrée dans l'entreprise. Ça, c'est assez facile, sans forcément contrôle humain. Sur d'autres processus,
pur métier, enfin, ou en tout cas on touche le monde physique, ça sera peut-être un poil plus délicat. Je parle pour mon industrie que je connais. Le service, je connais un peu moins. J'imagine que c'est peut-être facile dans le domaine du service, mais ça, enfin, libre à chacun. Moi, je pense que les premiers use cases, forcément, doivent avoir des indicateurs, des KPI qui vont nous permettre de mesurer le succès. C'est comme dans n'importe quelle démarche. Si jamais les premiers prototypes qu'on met en place ne permettent pas de mettre en avant la valeur assez simplement, du coup, on risque de ne pas être capable de mettre à l'échelle ensuite. Est-ce que vous pensez justement que l'intégration de l'IA dans les processus métiers peut être plus simple dans des environnements multi-cloud ? Le multi-cloud a déjà ramené beaucoup de complexité. Et juste si on reprend l'historique de ces 5 dernières années, ou même ces 10 dernières années, on a été chercher des acteurs qui étaient multi-cloud justement pour se dire que j'essaye de gérer ma sécurité sur le IaaS de telle manière dans le IaaS 1, 2, 3. Et aujourd'hui, l'IA rajoute une complexité supplémentaire parce qu'aujourd'hui on n'a pas de garde-fou, qu'on laisse potentiellement les identités qu'on attribue à l'IA gérer un outil à droite à gauche, et ben ça complexifie ce qu'on a déjà. Voilà. Ouais, mon point, c'est, je pense, qu'il faut dissocier les processus métiers des processus support. Le multi-cloud, ok, donc c'est pour héberger de la valeur métier, des sites web métiers, des fonctions métiers, enfin, whatever. Pour autant, ça va être l'IT qui va supporter le multi-cloud pour livrer le métier. Et donc oui, peut-être on va mettre de l'IA pour mieux piloter notre multi-cloud, pour mieux déployer. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Les mouvements DevSecOps, pourquoi ils sont apparus, ou DevOps initialement, maintenant DevSecOps, parce que quand on gère une ferme de 10 000 serveurs, c'est plus pareil que de gérer une ferme de 100 serveurs physiques où on y avait humainement. Là, quand on a 10 000 serveurs, il faut de l'automatisation. Donc sûrement de l'IA. Donc non, je pense que le vrai sujet, c'est bien de dissocier où arrive l'IA, sur quel type de processus, pur processus support pour des fonctions IT, compta, RH, enfin, je ne vais pas être exhaustif. Et après, quel processus métier peut l'accueillir, l'IA, enfin, où est-ce que ça fait de la valeur et où est-ce qu'il y a un sens. Et le multi-cloud, en fait, c'est une fonction support pour livrer le métier, pour assumer une fonction métier et un business derrière, en fait, ni plus ni moins. Enfin, et aujourd'hui, a priori, ça fait sens d'être dans le multi-cloud, mais hier, c'était en physique, demain, ça sera comment ? Ça sera différent. Je pense que le multi-cloud a augmenté, déjà il est compliqué, donc a augmenté la surface d'attaque des entreprises, clairement. En fait, on rajoute l'intelligence artificielle, donc en fait, on est à l'intersection de deux sujets qui sont compliqués à sécuriser. Si on revient sur le sujet des identités, par exemple, chaque cloud provider, aujourd'hui, ils ont leur propre modèle de gestion des identités. Donc en fait, à partir du moment où on revient sur les problématiques précédentes qu'on a discutées sur l'agent IA et les identités, on met ça dans un monde multi-cloud où chaque cloud provider a son propre modèle d'identité. On se rend bien compte que si jamais un agent IA doit accéder à travers des permissions sur différents cloud providers, on va avoir une complexité démultipliée pour être capable de sécuriser, identifier justement les permissions excessives qu'on aurait données à certains agents IA. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de complexité multi-cloud IA dans un contexte de gestion de permission. Et un autre point qui apparaît, c'est qu'un agent IA, en fait, il va consommer du cloud, mais également des plateformes SaaS, donc énormément de services. Et du coup, de fait, en fait, on doit être capable d'offrir aux équipes sécurité une vision unifiée en fait, de ces problématiques-là. Sinon, si on regarde les sujets de façon très silotée, et on part du principe qu'un agent IA il va juste tourner sur un cloud provider donné, je pense qu'on fait une erreur. Il faut être capable de voir l'entièreté de la problématique et d'offrir les outillages qui permettent de comprendre les accès qui vont être faits par une intelligence artificielle de bout en bout. Alors justement, dans un environnement multi-cloud, comment on fait pour avoir de la visibilité sur les différents assets ? On a maintenant des solutions comme des solutions de Synapse qui nous permettent de nous interfacer avec toutes les configurations, toutes les infrastructures qui nous permettent de voir comment notre code est terraformé. Est-ce qu'il y a des librairies qui sont à un instant T clean et que 3 mois plus tard, elles ne le sont plus. Donc, là où on avait un paradigme autre sur la partie CSPM il y a quelques années de ça, où c'était une photo à l'instant de dire je check à un instant T ma posture cyber dans le cloud. Maintenant, avec les outils en mode Synapse sur toute la partie application native, on a de la vidéo.
on passe d'un instant T photo à une vidéo où on check en continu l'état de notre code, les librairies, et c'est ça aujourd'hui la valeur d'un outil Synapse. En fait, le tournant technologique par rapport aux outils historiques, c'est que historiquement, on déployait un agent, on déployait une sonde sur les infrastructures, donc par exemple les machines virtuelles, les différents éléments de l'infrastructure qu'on avait dans le cloud. Donc ça, c'était vrai dans le cloud privé, tout comme c'est vrai dans le cloud public. Et ce qui a été offert par les cloud providers, c'est en fait un niveau d'automatisation possible très élevé. Donc en fait, dès le départ, les cloud providers publics, ils ont APIfié tout l'accès aux infrastructures et aux ressources. Et donc ça a permis aux acteurs du Synapse en fait, d'offrir des solutions qui ne se basent pas par des agents, mais juste ils consomment les API du cloud provider. Et la grosse différence, c'est que quand on déploie des agents, on ne voit que l'infrastructure où on a déployé l'agent. À partir du moment où on commence à travailler au niveau de l'API du cloud provider, on va avoir une visibilité à 100% de l'environnement de nos clients. Donc je pense qu'un élément clé dans la visibilité, c'est vraiment ce pattern Synapse où en fait on est sans agent, on a l'entièreté de la stack et également cette capacité à comprendre que, comme disait Julien, il y a le cloud provider, il y a énormément, c'est une marketplace de services, tout est configurable, il y a plein de complexités, mais du coup c'est des éléments d'infrastructure différents à monitorer. Donc avoir de la visibilité, c'est également être capable de comprendre justement les modèles, par exemple, avoir un inventaire de l'IA, un inventaire des VM, un inventaire des conteneurs, un inventaire des fonctions. En fait, il faut avoir une vue globale sur l'ensemble de l'infrastructure de nos clients. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'agent et que tout est répondu par API. Et j'imagine quand même qu'il y a un agent quelque part du cloud provider pour envoyer les données à l'API. Donc oui, c'est pas l'éditeur qui vient tierce avec son agent, mais c'est le cloud broker qui avait fait le travail un peu en amont techniquement. On peut aussi revenir, juste sur un petit point, au moins l'IA a le bon goût, comme le cloud, d'être un peu obscur pour nous les DSI. On ne maîtrise pas tout ce qui est fait, ni côté cloud provider, ni au sein de l'IA. Et pour revenir sur la partie identification, donc oui, c'est une nouvelle problématique autour du cloud. La problématique en tant que telle, autour du cloud est nouvelle, autour des IA est nouvelle. La problématique d'identification de ce que nous, l'entreprise, on a chez nous, n'est pas nouvelle. Ouais. Je veux dire, on a toujours dû faire des cartographies, de vérifier nos points d'entrée, tous nos VPN, tous nos sites web, tous nos DNS. Maintenant, on a juste un nouveau patrimoine en plus à gérer, qui est le cloud, qui est aussi les IA. Et donc la démarche de cartographie est pas récente. On se doit de protéger notre risque, on se doit de connaître nos assets pour mieux les protéger. Et par contre, on a aussi besoin de solutions technologiques pour être capable de faire ce type de cartographie. On avait des cartographies internes avec de l'outillage. Maintenant, on a de nouveaux outils pour les espaces cloud, en fait. Ouais. Après, je pense que c'est toujours une notion de génération. C'est-à-dire, il y a des solutions des sujets sur lesquels on se concentrait, mais avec une échelle qui était peut-être... si je prends l'exemple de quand on est passé de la machine virtuelle au conteneur, en fait, on avait des types d'outillage, des approches où on avait des outils qui étaient parfaits pour cette échelle-là. Donc peut-être une centaine de machines virtuelles dans un monde assez statique. À partir du moment où on passe dans un monde conteneurisé, où on ne gère pas 100 conteneurs, mais peut-être 1000, 10 000, en fait, les outillages, les problématiques sont les mêmes, mais elles sont portées à une telle échelle qu'on est obligé de changer notre façon de faire. On est obligé de porter l'automatisation beaucoup plus haute, on est obligé de changer nos approches. Alors, j'ai une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des solutions d'agents spécialisés à être déployés on-premise ? Alors, globalement, il faut bien comprendre qu'une grande partie de nos serveurs et de nos ordinateurs, j'aime bien rappeler que c'est de temps en temps des sapins de Noël, tellement on a d'agents différents, entre l'agent de sécurité, l'agent antivirus, l'agent de performance, l'agent pour connecter le VPN. Donc, globalement, il y a plein d'agents suivant les use cases. Si on veut faire de la performance sur un parc de 20 000 machines, on va déployer un agent un peu partout pour essayer d'identifier est-ce qu'il y a des disques durs qui ralentissent, est-ce qu'on a des problèmes d'écriture quelque part, est-ce qu'on a des cartes réseau défectueuses, est-ce qu'il y a des problèmes à travers le réseau entre l'utilisateur et l'application. Donc Windows, c'est la partie système, et partie on rajoute tous des surcouches d'agents suivant nos besoins, mais juste l'antivirus c'est un agent en tant que tel. Mais c'en est un parmi tant d'autres, comme celui qui va gérer monter le VPN, donc l'identité du salarié pour le connecter à l'entreprise, ça va être un autre agent qui lui sera orienté réseau. Donc il y en a partout. Okay. Après, je pense que c'est... Donc, de toute façon, ça dépend aussi de ce qu'on cherche à identifier. Donc, les exemples qu'on donnait, par exemple, pour identifier, je ne sais pas, qu'un service agentique est exposé à Internet, en fait, c'est plus du domaine de la configuration d'un service. Et donc ça, je pense que généralement, on peut se passer d'un agent, et ça dans le cloud public comme dans le cloud privé. À partir du moment où on rentre sur des sujets qui sont plus des sujets temps réel,
on doit être capable de monitorer les systèmes, identifier des process qui tournent, identifier des anomalies, des infiltrations. Je pense que là, on aura besoin d'un agent dans le cloud public et dans le cloud privé. Et au-delà de ça, je pense qu'on a déjà les solutions actuelles du marché qui sont en train de s'adapter pour justement, même si on a déjà un agent sur leur poste de travail, de dire, voilà, toute cette personne-là, si on parle vraiment de la population user, elle se connecte à du Shadow AI. Donc du coup, c'est à nous de dire, est-ce qu'on bloque pas, qu'est-ce qu'on offre aux users. Et un supplément sur la partie vraiment production, aujourd'hui, il y a un gros point sur la partie observabilité et sur les flux qui passent. Et c'est là où nous, on doit mettre vraiment un sujet de monitoring de comment on laisse des IA agentiques se connecter à droite à gauche. Et cette partie-là, on la verra principalement sur le network et sur potentiellement une amélioration des IDS qui prennent en charge cette partie-là également. Après, je pense qu'il y a un sujet toujours préventif, réactif, c'est-à-dire que ces sujets-là, on peut les traiter en analysant le risque a priori, et donc par rapport à des problématiques de configuration qui seraient faites sur le service donné. Et après, réactif, identifier que justement, il y a un accès à un instant T qui n'a pas été autorisé. Donc, je pense qu'on est toujours dans deux phases de sécurisation. Il y a la question n'était pas inintéressante, mais on l'a répondu. La question était sur les agents qui n'avaient rien à voir avec les IA en tant que tel. L'agent, il y a un programme qui tourne et on parle d'IA agentique ou d'agent IA qui sont encore une autre discipline. Enfin, il faut faire attention à nos réponses. On a essayé d'interpréter la question. Alors, j'ai une autre question justement, c'est a-t-on déjà des retours d'expérience de la sécurisation IA chez les clients US de Wiz ? Là, comme ça, il faudrait que je creuse. Je veux bien prendre la question. Alors, autre question, les entreprises risquent-elles d'aller trop vite, justement, dans le déploiement des IA agentiques au détriment de la sécurité ? Est-ce qu'on ne va pas trop vite ? Non. Enfin, de toute façon, on y va avec précaution ? Les grands groupes ont une inertie certaine. Donc, on essaie d'être agile en général, on a tout le temps du mal, donc intrinsèquement on va y aller à minima doucement. L'IA agentique, côté industriel et production, on ne va pas la déployer du jour au lendemain. Enfin, on a des normes, on a de la qualité à respecter, on a de la safety. Enfin, chez nous, les trois mots les plus importants sont sécurité, safety et santé. Donc, et c'est les valeurs de notre entreprise. Donc, quoi qu'il arrive, on fera toujours attention à l'humain, à notre chaîne de production. Et si un jour on déploie une IA agentique, pourquoi pas, mais on l'aura testé, validé, qualifié, retesté, validé, qualifié avec plusieurs niveaux de sécurité. Donc, je pense qu'il y a une question d'environnement. Tu es dans un environnement industriel qui fait que, de toute façon, c'est très borné. Dans un environnement où c'est du service, où on ne construit pas des fusées, globalement, je pense que le business va beaucoup plus vite que la cyber, on en a parlé tout à l'heure. Mais ce qui nous sauve un peu, c'est que la partie AI agentique n'est pas à la maturité qu'on attend aujourd'hui pour un full déploiement comme on aimerait. Donc aujourd'hui, on est dans des UAP, dans des tests, et on arrivera à la partie prod quand ça marchera. On finit l'intégration de la vague technologique sur LLM en fait aujourd'hui. Enfin, on a tous nos plateformes de GenIA, comme on dit. On cherche les use cases aujourd'hui, déjà de la nourrir avec les données, de faire que la plateforme tourne et d'avoir un résultat derrière sur le premier niveau qui est le LLM. Donc une fois qu'on a bien stabilisé la verticale ou l'horizontale sur quel côté on regarde, après on va commencer à plugger d'autres agents pour après enrichir et rajouter de l'automatisation. Mais on a un petit peu de temps, j'imagine. Après, je pense qu'il y a aussi un sujet presque sociétal, c'est-à-dire que tout le monde chez soi utilise un chatbot, ChatGPT, un autre. Et donc en fait, le niveau d'attente, je pense, des collaborateurs, il va être extrêmement élevé. C'est-à-dire on a tous besoin on va tous avoir plus de productivité chez soi sur certaines opérations qu'on fait. Donc en fait, quand on arrive dans le monde du travail, je pense qu'on va également attendre de sa DSI de fournir des services qui permettent d'avoir le même niveau de productivité. Je pense que un employé serait peut-être surpris à un moment donné de voir que sur des actions basiques de la vie de tous les jours, il est très efficace. Et quand il arrive dans le monde d'entreprise, il travaille avec des outils d'il y a 10 ans. Donc je pense qu'on est aussi un peu poussé à mettre à jour de se mettre à jour par rapport à ce qui se passe dans la société. Et surtout, on ne nous attend pas. Encore une fois, le business n'attend jamais que l'IT soit prêt, que la cyber soit prête. C'est je vois un potentiel pour mon business, j'y vais. Et ensuite... on voit ce qui se passe. Exactement. Alors, on parle souvent, moi l'année dernière, quand on faisait nos émissions sur l'IA, on parlait beaucoup de Shadow AI. Est-ce qu'on peut imaginer un Shadow AI agentique ?
On l'a déjà avec le Shadow SaaS, Shadow API, donc oui, on aura sûrement du Shadow agentique demain, évidemment. Ce serait en fait des agents qui seraient pas... Ce serait quoi? Comment on l'imagine? Des agents qui ne seraient pas identifiés ou cartographiés ou qui n'auraient pas eu d'autorisation, c'est ça? Oui, qui seraient déployés dans notre dos sans que la DSI en ait connaissance, qui plus d'accès qu'ils ne devraient, et à la main du métier et qu'on découvre après coup. Donc il n'y a pas de raison. Donc j'imagine, certains services, pour X ou Y raison, vont déployer un petit bot qui va s'automatiser, qui va faire des actions. Après, si on a accès si on sait qui accède à la donnée, en soi, on limite quand même déjà pas mal cette problématique-là. Donc que ce soit un agent IA ou autre chose. Le problème qu'on voit parfois chez l'entreprise, c'est qu'ils monitorent par exemple le cloud principal sur lequel ils travaillent, mais si en fait c'est un shadow cloud, vous n'êtes même pas au courant en fait qu'il y a une ligne métier en particulier qui a démarré l'utilisation d'un cloud, d'un service cloud en particulier, vous ne pouvez pas monitorer quelque chose qui n'existe, dont vous n'avez pas la connaissance. Oui. Donc en fait il y a même plusieurs niveaux dans le shadow là. Ok. Alors l'IA générerait apparemment, donc je vais vous partager la petite stat. Apparemment, 40%, plus de 40% de code. Certains observateurs estiment que ce code pourrait être de mauvaise qualité et générer un nombre considérable de vulnérabilités. Est-ce que vous partagez cet avis? Totalement. Et il y a même un petit nom à ça, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. Ouais. Donc globalement, c'est on demande à notre IA, s'il te plaît, crée-moi ce bout de code. Et ça itère. Et il y a déjà beaucoup de... Enfin, pas beaucoup. Il y a quand même des solutions qui commencent à voir les incompatibilités du code par rapport à ce que c'est censé faire. Donc, il y a quand même des outils qui commencent à regarder comment le code est créé, comment il est généré. On a des grands groupes comme AWS qui le font. On a des petites startups qui commencent à le faire également. D'autres noms de cyber qui le font. Et je pense que c'est là où le bât blesse. C'est comment déjà on fait en sorte d'offrir une plateforme à nos développeurs pour qu'ils développent chez nous. Et ensuite, c'est tester la qualité du code avec améliorer la pipeline CI/CD pour faire en sorte que ce qui est fait par un développeur ne passe pas en prod sans une vraie vérification du code. Moi, j'étais développeur à mes débuts. Donc, du coup, déjà, même un développeur de base, il peut créer du code non sécure. Donc, c'est pas, entre guillemets, le fait que du code non sécurisé soit généré par des LLM. En fait, c'est le reflet des données qui ont été utilisées par le LLM pour s'entraîner. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on constate, c'est que le LLM, le modèle, il va être capable de générer des patterns qui sont des patterns classiques, des erreurs classiques qui sont faites par les développeurs. De plus, parfois, on a constaté qu'il y a des hallucinations. On peut avoir du code généré qui appelle des API qui n'existent pas. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues. Je pense que la clé, c'est ce que vous expliquez, Fatima, c'est le point, c'est que si jamais on a loupé le train précédent, donc depuis 5-10 ans, les entreprises mettent en place du DevOps, du DevSecOps, comme expliquait Julien, et on a fait ça par étapes. Si on a loupé le train précédent et qu'on n'a pas mis en place les bons outillages pour sécuriser la production du code, de l'IDE du développeur jusqu'au pipeline, la sécurisation, jusqu'au moment où ça arrive en production, quand cette nouvelle vague technologique de l'intelligence artificielle permet de générer du code, on arrive encore une fois à une vélocité de production qui est beaucoup plus importante, on est dépassé. Oui. Donc, pour moi, la priorité pour les entreprises, c'est déjà d'arriver à sécuriser la génération actuelle, c'est-à-dire de se prioriser sur je mets en place les bons outillages en place pour sécuriser le code. Si jamais je suis bon sur cette génération-là, demain, quand je vais générer beaucoup plus vite du code avec des modèles, j'aurai sécurisé les choses, je serai prêt. Et donc je pense que voilà, ce que payent les entreprises aujourd'hui potentiellement, c'est la dette technique ou peut-être le retard qu'ils ont pris sur des chantiers DevOps DevSecOps depuis plusieurs années et qui vont les empêcher de tirer profit de la génération de code. Alors j'ai peut-être un peu modéré le propos et plutôt te rejoindre sur la qualité. Je crois qu'il y a un adage chez les développeurs, c'est compiler, c'est tester, livrer, c'est valider. Donc en fait à la fin ça marche pas en prod. Ça marche sur mon laptop, on dit. Voilà, c'est ça le propos avec les développeurs, mais je l'ai testé, ça marchait. On va rappeler, les IA, elles sont prédictibles, mais pas déterministes. Donc pour ceux qui ont fait un peu de code avec une IA qui génère un code, elle génère jamais deux fois quasiment le même code avec le même nom de fonction, ce qui est intrinsèquement un problème en développement. Et pareil, le jour où on aura totalement confiance dans l'IA, c'est le jour où elle sera déterministe. C'est-à-dire à question posée, temps de réponse équivalent et on connaît la réponse à l'avance. Et ça, c'est vraiment important. Donc pour le code,
Voilà, en plus on voit les modèles en ce moment qui s'affaiblissent au fur et à mesure avec les benchmarks. Oui, ça sait écrire une IA du joli code pour faire un site web, pour faire des petits boutons simples en surface. Je suis pas sûr qu'on puisse lui faire écrire un firmware, je sais pas, d'un chipset de 50 000 lignes de code avec des fonctions ultra bas niveau. Là, l'IA, elle va pas nous aider. Alors peut-être sur une petite fonction, voilà, ça peut être un peu délicat. On a certes une des techniques, ça je l'entends, enfin les grandes entreprises, on a les pipelines, mais une des vraies réponses, c'est aussi les chartes qu'on est censé faire signer avec nos développeurs, enfin une charte de développement qu'il utilise, quel que soit l'outil, l'IDE de l'ancienne génération ou l'IDE nouvelle génération avec de l'IA, ça n'enlève en rien la règle de base d'hygiène. Enfin, je veux dire, l'IA va aussi hard-coder des mots de passe dans le code qu'elle va générer. Ça, c'était pas bien avant, ça sera toujours pas bien demain, quoi. Ouais. Donc, un vrai sujet, c'est comment on accompagne nos développeurs, comment on les sensibilise aux nouveaux risques, aux nouvelles méthodes. Ils doivent intégrer certains outils, oui. Donc, on va gagner du temps avec une IA pour générer du code simple de surface graphique parce que il y a moins de valeur ajoutée là-dessus. Le code système sera plus délicat, mais comment on encadre notre développeur? Et c'est pas que de l'outillage non plus. Donc on a les pipelines CI/CD. Enfin comme tu dis, on sait faire de la vérification de code, de la performance de code, de détecter des erreurs. Mais à quel moment on discute avec nos développeurs pour les sensibiliser, pour dire à l'entreprise, mes 200 développeurs travaillent de la même façon, nomment les variables de la même façon, écrivent le code de la même façon, les commentaires de la même façon, et ça c'est de l'humain en fait. C'est une autre forme de sensibilisation, plus à la main de la DSI. Et surtout, en vrai, aujourd'hui, nos métiers changent et vont changer avec l'IA, et c'est comment même nous, on se forme, comment on forme nos équipes, parce que ces enjeux-là, on les a aussi en cyber avec nos équipes SOC ou InfraSec qui font de la partie de DevSecOps également. Mais all-in-one, tu as raison, c'est comment on fait en sorte que les devs sécurisent leur code et que les règles de base qu'on n'a pas, on ne va pas réinventer les choses, soient utilisées comme avant. Vous pensez que les DevSecOps aujourd'hui, ceux qu'on a actuellement, sont prêts à faire face à ce risque ou on n'en est pas encore là? Il faut les former. Il faut les former et sensibiliser. Ouais. Je pense que déjà, j'ai beaucoup travaillé dans le DevSecOps ces dernières années et c'est vrai que ce que j'ai vu, c'est plusieurs générations. Donc il y a une génération où en fait on a de DevOps plutôt au départ, après on a voulu sécuriser le code qui était produit et donc en fait on a mis en place beaucoup d'outils. Donc on a mis en place des outils open source, donc il y a eu beaucoup d'open source, il y a eu beaucoup d'innovations qui a été faites dans l'écosystème et ça c'est génial. Et donc les entreprises ont globalement fait des usines, un certain niveau de complexité. Quand on allait voir pas mal d'entreprises, on arrive, ils ont tous le beau schéma avec des beaux logos, alors parfois de l'open source, parfois des solutions propriétaires, et ils nous expliquent qu'ils ont intégré telle solution pour être capable de pouvoir sécuriser. Le problème, c'est que des outils silotés, en fait, n'apportent qu'un contexte local. Et donc, ce qui apparaît, c'est que les développeurs se plaignent que, ok, j'ai plein d'outils, on nous remonte plein de choses, mais en fait, moi, j'en fais pas grand-chose parce qu'il manque du contexte. J'ai beaucoup de faux positifs, donc des éléments de sécurité qui me seraient remontés sur lesquels je peux pas prendre d'action. Donc déjà, historiquement, moi, comme j'explique, j'étais développeur, je m'intéressais pas beaucoup à la sécurité au départ. C'est le cas de la plupart des développeurs, entre guillemets, de formation. Donc, ils s'intéressent pas, on leur dit il y a des outillages en place, on leur met des outils avec des faux positifs. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'intéressent pas. Et donc en fait, la question sur est-ce que les entreprises sont prêtes sur le DevSecOps, c'est pas tant est-ce que les outillages et les pipelines sont automatisés uniquement, c'est qu'est-ce que je mets à disposition de mes développeurs pour qu'eux, ils puissent être impliqués et ils puissent comprendre en ce qu'on leur demande et qu'ils puissent être impliqués de la bonne façon, non seulement pour identifier qu'il y a des problèmes, mais pour y remédier. Et mais donc, c'est là où on attend les third parties, justement, où on a vu pendant des années que la partie DAST n'était pas forcément gérée correctement. Sur toute la partie code review, on a quand même, tu viens d'en parler, beaucoup de faux positifs. Et c'est un développeur ne fera plus confiance à un outil là où le marché n'est pas prêt non plus. Donc nous, on veut bien fournir des outils, mais on sait que certains modules fonctionnent, d'autres, on est encore en attente d'optimisation. Donc c'est là où on veut y aller. Et je pense que les devs veulent y aller, mais on a toujours ce souci de faut que ça soit smooth. Et toute cette partie CI/CD dont on parle depuis tout à l'heure sur on intègre la sécurité à l'intérieur, ça a été simplifié parce qu'on a certains modules qui simplifient la vie des développeurs. Aujourd'hui, on a certains outils de code review et quasiment tous, il y a vraiment énormément de faux positifs. Et donc les développeurs n'auraient pas confiance dans les outils de CI/CD et les faux positifs, mais ils auraient confiance dans le code généré par l'IA.
C'est plus rapide, c'est plus simple. Ouais, C'est- donc la géométrie variable la confirme. Oui. quoi. Bah, le Oui, développeur, il a aussi peur de se faire remplacer par le générateur de code. Mais Oui, enfin, Peut-être. ou c'est aussi juste une révolution, Ouais. un nouvel outil, Ouais, c'est oui. un IDE++ pour lui, et c'est aussi à lui pense que ça d'apprendre cette dépend partie-là. Et tous les développeurs ne sont pas non plus fâchés avec la sécurité. Enfin, en tout Ouais. cas, j'espère. Oui, Je ça, suis c'est- aussi développeur de formation, donc je n'étais pas spécialement fâché avec la cyber à ce moment-là, quoi. CI/CD, c'est quoi? C'est l'intégration continue et le déploiement C'est le continu. pipeline, c'est exactement Voilà. ça. C'était le DevOps. DevOps, c'est je prends le logiciel et je le pousse en prod de façon automatique. DevSecOps, c'est que je fais comme avant, je prends le logiciel, je le pousse en prod automatiquement en vérifiant sa sécurité. Mais c'est pas le développeur. C'est une équipe un peu tierce. C'est automatisé et tu passes un peu En tous fait, les milestones pour dire à la fin, c'est bon, j'ai fait, j'ai Exactement. checké et je peux il y a arriver à la- l'équipe de à la- développement qui fait le logiciel et la valeur métier. Puis à côté, il y a les équipes d'infra qui mettent en place les pipelines, qui sont les DevSecOps et qui fournissent l'outillage qui accompagne le développement XYZ en fait. Enfin, Mais tu En peux fait- plus faire. En fait, on peut plus travailler en silo. En fait, les devs, les ops et la C'est cyber des sont squads, en fait, amalgamés. c'est des teams, Exactement, ouais. c'est des squads. Erwan, tu voulais. non, je veux dire, en fait, le point. Après, il y a l'interprétation qui a été faite et l'implémentation dans les grandes entreprises. En fait, historiquement, c'était le DevOps, c'était vraiment you build it, you run it. C'est-à-dire, en Oui. fait, tu as des équipes, comme ils disent, des pizza teams. Tu avais des exemples de Amazon, Netflix. Vous avez 10 services à délivrer. Ils avaient 10 équipes de 6 personnes qu'on pouvait nourrir avec une pizza. Et donc, ils avaient globalement un modèle où chaque équipe était responsable de construire, d'opérer, donc de sécuriser. Après, c'est vrai que quand on arrive dans des grandes entreprises avec des organisations complexes, voilà, des rôles et des fonctions bien définis, c'est difficile d'arriver avec une boîte de pizza et puis de dire on va organiser les choses. Donc ça prend du temps. Même si ça reste toujours ça. Et, la pizza. ça se fait au fil de l'eau. Mais le DevOps, néanmoins, ce qui est intéressant pour les faux positifs, ce qu'on voit émerger, c'est en fait donner l'information au développeur que le code, par exemple la vulnérabilité qu'il est en train de fixer sur son IDE, en fait, est-ce que cette vulnérabilité, par exemple, elle est chargée en mémoire en production dans le cloud? Donc en fait, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de créer un fil explicite entre ce que fait le développeur et la production. Et donc, c'est quelque chose que, voilà, et donc pour moi, c'est vraiment entre guillemets, la finalité du DevOps, c'est que ce n'est pas uniquement organisationnel, c'est à la fin, on va avoir un lien très fort, beaucoup plus proche, entre la phase de développement et la phase de déploiement qui va permettre de résoudre pas mal de sujets de sécurité. Alors, j'ai juste quelques éléments, donc je vais condenser quelques commentaires et quelques questions Oui. qui vont un peu dans le même sens. Donc, je vois une crainte dans les messages, notamment par rapport aux IA agentiques qui partiraient rogue, donc qui prendraient des décisions toutes seules, qui dépasseraient en fait le cadre qu'on leur met. Et donc, premièrement, on pose la question est-ce qu'une IA peut justement devenir incontrôlable, une IA agentique? Et la deuxième qu'on demande, c'est est-ce que du coup, à la lumière de cette information, on ne devrait pas, est-ce qu'on porte une attention particulière à la mise à jour de ces IA justement? Je ne sais pas si on a déjà. Je suis pas sûr qu'on ait Terminator dans nos tuyaux en fait. Si c'est ça la question que l'IA se débraye, envahisse Internet et tout, ou un Skynet, non, il y aura des garde-fous, de toute façon. Puis c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est pas une martingale l'IA, c'est pas de la magie. C'est du logiciel derrière, c'est du système. Pour que ce soit agentique, il faut un système, des serveurs, il faut que ça tourne. Un LLM, c'était quoi? Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait fait un test qui a dit ChatGPT nul, il sait pas compter jusqu'à 1 million. Quand je lui pose la question, mais ChatGPT n'est pas programmé, il ne sait pas répondre, compter 1, 2, 3, 4, 5 pendant 1 million de fois. Enfin, c'est un programme, on pose une question, il va y répondre dans un temps imparti. Il n'est pas fait pour tourner en continu. Donc l'IA agentique, on va l'aborder, on va la faire tourner sur des serveurs à nous, et elle aura des gonds de toute façon. Alors en fait, là, tu soulèves un bon point, je trouve, c'est le fantasme qu'on a, je pense. Cette image un peu hollywoodienne de l'IA. Alors, tu as deux peurs, l'IA qui remplace l'être humain et puis l'IA qui prend le contrôle de tout. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être justement casser un peu cette image. En fait, une IA agentique, de ce que je comprends, certes, prend des décisions, mais des décisions qui sont intimement liées à ce qu'on lui dit de faire. Exactement. Donc, c'est contrôlé. Il faut un cadre. Et Il faut le spécifier, en fait. voilà, Donc, c'est ça, je pense. c'est l'exemple que donnait Fatima plus tôt, la job description, en fait, la description du rôle. Donc, en fait, une IA, si on est capable de lui donner un ensemble de tâches à réaliser bien définies, des accès à des ressources également qui sont contrôlées et bien définies, et une durée,
C'est-à-dire, on peut très bien dire, mon agent, je veux qu'il réalise cette opération de tel moment, d'un instant T à un instant T plus 1. En fait, déjà, on est capable de cadrer énormément les choses. Donc déjà, si on met en place ces 3 règles, déjà, on devrait se prémunir de pas mal de dangers à l'avenir. Et puis surtout, j'imagine, ça, j'avais posé la question à un expert, je me demande si c'était pas toi, c'était Julien, tu n'étais pas sur la table, où j'avais demandé est-ce qu'une IA, par exemple, demain pourrait remplacer un ciseau et prendre une décision comme celle de faire un faux positif, par exemple, et de shut down absolument tout. Et la réponse était de dire, non, c'est là où en fait on enlève l'image de ça peut remplacer l'être humain, parce qu'il faudra toujours, sur des choses très critiques, on aura toujours un contrôle humain. Donc si je reprends un peu tout ce qu'on vient de se dire, comme ça on le dit une fois pour toutes, une IA agentique, certes, prend des décisions, mais dans un cadre qui a été défini, et si on est sur des décisions critiques, il y aura toujours une validation humaine. Aligné. Donc tout va bien. Pour l'instant. En tout cas, au sein de l'entreprise, ça va bien cadré. Pour l'instant, tout va bien. Après, ce que font les individus individuellement, c'est autre chose. Et est-ce qu'on a des outils de détection aujourd'hui qui sont adaptés face à ces risques justement que sont l'intégration de l'IA ? Moi, je pense que déjà, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de sujets, c'est l'évolution des outillages existants. Donc, je pense que tout n'est pas à jeter. C'est-à-dire que l'accès aux données, la gestion des permissions, c'est pas des nouveaux thèmes. Donc, en fait, je pense qu'il y a au moins 50% au moins de ce qu'on fait aujourd'hui qui est à réutiliser. Et déjà, être bon sur ce qu'on fait aujourd'hui, déjà couvre une bonne partie des problématiques de l'intelligence artificielle. Après, on voit émerger la notion de... on avait tout ce qui était... sur le marché de Wiz, on avait la notion de CSPM, donc s'assurer qu'on a une configuration correcte des environnements cloud. On voit émerger la notion de AI SPM, donc en fait s'assurer que l'intelligence artificielle est construite correctement. Donc par exemple, vous prenez l'exemple des pipelines de déploiement. Donc on va s'assurer, par exemple aujourd'hui, que quand on crée un code applicatif, pendant toute la pipeline, il n'est pas altéré. Donc, il n'y a pas un attaquant qui a modifié de façon intentionnelle le code source. Ça va être la même chose, par exemple, pour l'intelligence artificielle. On a des outillages qui permettent de s'assurer que le modèle produit, il est déjà pas porteur de vulnérabilité. Et également, du coup, pendant tout le process de création, on voit même émerger la notion de MLOps, donc du coup d'automatisation de tout ce qui est autour du machine learning, de MLOps, du coup s'assurer que le modèle il a été signé, il reste intègre. Donc je pense que c'est des éléments importants. Ce qui manque aujourd'hui, c'est aussi de faire merger ces practices-là. Le MLOps, ça a tendance à pouvoir émerger un peu du monde des data scientists. Il faut arriver à ramener ça dans le cadre un petit peu des learning et des apprentissages qu'on a pu avoir autour du DevSecOps pour que ce ne soit pas un autre silo dans l'organisation et qu'on puisse bénéficier des apprentissages du passé. Il y a un mème comme ça sur Internet où on voit Ops, DevOps, DevSecOps, MLOps et ça finit par Triceratops. J'ai pas vu celui-là. Au montage, je vais le retrouver. C'est quoi, je vais le montage. On n'a pas la même fin que le Triceratops. Et si on revient aux outils pour gérer l'IA demain, on va en fait garder 100% de ce qu'on a en cyber aujourd'hui. Et on va rajouter une couche pour gérer les nouveaux risques en fait. Donc on rappelle, une cyberdéfense se construit sur plusieurs piliers, 6 avec le NIST, 6 fonctions, la gouvernance, l'identification, la protection, la détection, la résilience et la réponse à incident de mémoire. Mais je veux dire, on a tout le patrimoine informationnel et ce qu'on appelle legacy ou pas, ou même les technologies d'aujourd'hui. Donc oui, on absorbe cette nouvelle technologie. Il y aura sûrement de nouveaux outils pour un peu la gérer, ce qu'on cherche aujourd'hui à gérer, mais ça ne va pas effacer le passé parce qu'on installera toujours nos antivirus. Alors c'est un bon point parce qu'en anglais, legacy, souvent ça veut dire héritage. Et on le voit souvent dans l'IT comme un concept négatif. En fait, l'héritage, c'est positif. En fait, l'héritage, c'est notre expérience. L'héritage, c'est les outils qui sont déjà en place. Donc, en fait, legacy, dans ce terme-là, est important. C'est des outils legacy, néanmoins extrêmement utiles pour les sujets d'aujourd'hui. Il faut tourner la colonne vertébrale de l'entreprise. Donc là, c'est un peu en surface en ce moment et ça va rentrer profondément dans nos systèmes. Mais effectivement, on cherche de nouveaux outils. Il y a une vraie problématique dans les entreprises, c'est comment je maîtrise, question ouverte, les prompts de nos salariés. Qui promptent avec l'IA. Est-ce que l'IA peut y répondre ou pas? ChatGPT, mid-journée, sur Internet, ils ont mis des filtres. Donc, c'est ce qu'on appelle le NSFW, Non-Safe for Work. Donc, en gros, il y a des mots un peu bannis, pour pas que ça lance une génération. Nous, en entreprise, comme on intègre cette technologie-là, et on a refait l'IHM qui va bien autour pour prendre un prompt, comment on maîtrise le prompt? Ou est-ce qu'on le maîtrise a posteriori ou a priori, avant ou après la génération? Voilà. Et on cherche tous ces outillages, comme vérifier qu'un modèle n'est pas backdooré, qu'on vérifie le biais cognitif d'un modèle aussi, qu'on nous livre. Voilà, c'est émergent.
Et il y a justement, il y a quelques mois de ça, il y avait la Vivatech et même s'il y avait beaucoup de solutions liées à l'IA sur plein de sujets, il y en avait quand même 2, 3, 4 qui étaient liés à la cyber avec le check de conformité, comme tu viens de dire, c'était plus vraiment la propriété intellectuelle d'une entreprise parce qu'elle a travaillé sur son propre LLM, toute la partie prompt, comment elle l'a créé, c'est comment faire en sorte que ça ne se retrouve pas dans la nature. Donc du coup, en fait, même si on peut... mais c'est vrai, ça devient quelque chose qui peut être un vrai différenciant pour une entreprise et c'est comment on protège cette partie-là. Donc il y a quand même des solutions qui commencent à checker, à faire des checks d'intégrité. Les checks d'intégrité, ça fait depuis la nuit des temps qu'on a ça dans la cyber, mais maintenant on essaye de le faire également sur cette partie-là. J'en ai vu également pour la partie, je crois que c'était la RATP qui avait dans son stand une boîte qui vérifiait la qualité de ce que son IA, son Genia mettait en réponse et avait un modèle robuste pour cette partie-là. Et c'était laquelle autre qui était intéressante. Et il y avait également une solution qui pen-tester tous les prompts qu'on donne au client final. Par exemple, moi je suis un groupe hôtelier, je permets à un client de venir dire je veux tel voyage, mais je veux éviter qu'il dise je veux tel voyage avec la promotion qui permet de payer ma chambre à 0 €. Donc en fait, il y a ce genre de test qui commence à émerger avec certains outillages. Donc ça peut être intéressant pour les entreprises. Mais il y en a d'autres où on les attend encore. On a beaucoup de solutions WAF qui voient des réponses dans les prompts comme des injections SQL. Donc du coup, c'est comment les third parties, elles s'améliorent de leur côté pour que nous, on puisse utiliser l'IA de manière sécurisée. Alors j'ai une question, je vais vous redonner une dernière question du public. Donc Théodule qui dit: Yasmine, j'ai vu votre post LinkedIn de ce matin sur la menace du prompt injection via des macros. Peut-on infester tout le cloud d'une entreprise via cette méthode et comment se protéger dans le cloud? Infester quoi? Tout le cloud d'une entreprise via cette méthode de prompt injection via des macros et comment s'en protéger si c'est possible? Je pense pas qu'on puisse. Après, il y a des attaques state of the art pour la démonstration de ce qu'on est capable de faire. Donc, via ma macro, j'attaque le modèle auto-exécuté. De là à dire que le modèle, faudrait que le modèle. Non, ça va pas faire tomber le cloud. Non. En fait, le seul risque, ce serait qu'il expose des clés d'accès, par exemple, des clés d'accès techniques qui permettraient d'accéder au compte administrateur. Je prends l'exemple un peu abusif, un compte administrateur du cloud et du coup de pouvoir après faire ce qu'il veut dessus. Après, en théorie, on ne traîne pas les données sur ce type d'informations, donc ça ne devrait pas apparaître. Mais mal fait, très mal fait, on pourrait imaginer, mais après c'est un peu poussif. Mais en vrai, nos IA, les Gen IA, les LLM qu'on a en entreprise, elles n'influencent pas et elles n'interagissent pas avec notre système d'information. Donc elles sont là pour en mode puits de données, puits de contenu. Je te pose une question, tu me réponds, mais c'est binaire. Ouais. Il n'y a pas d'action qui sortirait de ce système. Sur nos autres systèmes, je vais aller modifier le réseau, je vais aller prendre le contrôle. Par contre, c'est la vraie problématique et le vrai risque, un des risques dont on parle, c'est autour des données. Est-ce qu'elles ne vont pas révéler des données qu'elles n'auraient pas dû? Parce qu'au prompt donné, elle donne une réponse. Et ça revient aussi sur un des points dont tu parlais tout à l'heure, c'est notre patrimoine informationnel. C'est quoi la classification? Comment on travaille la classification de nos données? Et en fait, meilleur on a une classification en entrée, plus on va mitiger le risque avec l'IA derrière, parce qu'on saura ce qu'on peut mettre dedans, ce qu'on ne peut pas mettre dedans, de mettre les bornes. Mais si évidemment notre patrimoine il n'est pas rangé, comme notre chambre, si elle n'est pas rangée, on ne va pas retrouver nos affaires, et à la fin, ça va être... Ça, c'était une de mes dernières questions, c'était comment éviter justement que les IA aillent puiser dans des ressources et des données auxquelles elles ne devraient pas avoir accès dans l'entreprise. Il y a plusieurs réponses. Il y aura des réponses technologiques en mettant les garde-fous, et c'est par rapport au droit d'en connaître, à tel prompt je bloque, ou à tel prompt je réponds pas tout. Et après, il faut que je borde mon IA, tu n'as pas le droit de regarder telle partie, le salaire du PDG, ou certaines informations confidentielles. Et puis en amont, il y a aussi, nous, les utilisateurs et les salariés, on doit ranger nos données. Et comme toujours, nous, on rappelle en cyber, on ne sait pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et on ne sait pas protéger correctement une donnée si elle n'est pas classifiée correctement. En fait, si c'était une donnée sensible et qu'elle était taguée, entre guillemets, C0, le niveau le plus bas, ça veut dire que ça peut finir sur Internet. L'IA va pouvoir la manger et après la rediffuser derrière, en fait.
Parfait. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui nous a suivis. Donc j'ai vu l'ensemble de vos questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions de business cette fois-ci. Donc on va regarder avec Wiz pour vous envoyer de la documentation. C'est la première fois. Donc on va vous envoyer de la documentation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Risque Intel Média. Et puis surtout, merci à nos intervenants et aux partenaires Wiz. Merci. Merci à vous.